Donc, nous poursuivons avec la conférence sur les législations climatiques dans l'espace francophone, inscrire le climat dans la loi. Donc, pour animer cette séquence, je cède la parole au président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et député de la Chambre des communes du Canada, M. Francis Drouin. Monsieur Drouin. Merci beaucoup. Et je dois premièrement saluer tous les parlementaires qui sont dans cette salle ici. Nous avons des parlementaires de partout à travers l'espace francophone, que ce soit du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la France, bien sûr. Et pour moi, vous allez me pardonner, je ne suis pas dans une position normalement de faire l'interview avec Mme Martin-Phillips, mais c'est pas un rôle habituel que j'ai, donc si je fais quelques erreurs, pardonnez-moi s'il vous plaît. Bien sûr, aujourd'hui, on a la conférence. Je suis président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'objectif de cette séance, c'est de partager quelques constats préliminaires d'une étude qui a été faite en collaboration avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Et nous allons avoir la chance de parler de cette étude préliminaire et ça a été lancé officiellement à la COP 27 en novembre 2022. Le but, c'est de partager les meilleures pratiques, la loi sur le climat à travers l'espace francophone. Donc, comment rehausser leurs ambitions climatiques, réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, accroître leur résilience face au changement climatique et favoriser la mise en place de mesures d'adaptation climatique. Et avec moi, j'ai Mme Cécile Martin-Phipps, la directrice de l'IFDD. Bonjour Cécile, ça va bien? Ça va bien, merci. Et nous avons aussi l'experte qui a travaillé sur cet enjeu, sur cette étude-là, Mme Stéphanie Reich de Vigan, qui est enseignante-chercheuse en droit du climat et consultante pour l'APF et l'IFDD, qui va se joindre avec nous par visioconférence. Malheureusement, Mme Reich de Vigan ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui pour des bonnes raisons. Elle a un enfant à partir du dimanche, c'est ça? C'est ça. Elle est une petite fille. Une petite fille, donc on comprend bien, mais elle a pris le temps d'enregistrer des vidéos avec qui je vais pouvoir poser des questions et avec qui nous aurons un échange en présentiel. Alors, pour tout débuter cette discussion-là, je crois que nous allons aller avec une vidéo à partir de maintenant. Donc, je m'appelle Stéphanie Reich de Vigan, je suis enseignante-chercheuse en droit du climat, du développement durable et de l'environnement. Je suis particulièrement spécialisée sur les ressources naturelles et ressources minérales. Et donc aujourd'hui, j'interviens en tant qu'expert auprès de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et de l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, afin d'aider les parlements francophones à élaborer une loi climat. Merci beaucoup. Et j'inviterai peut-être Mme Martin-Phipps à partager avec nous avec qui vous êtes premièrement, c'est quoi l'IFDD, et ensuite peut-être nous expliquer d'où est née l'idée de cette étude. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc moi aussi, à mon tour, de remercier d'abord l'Assemblée nationale pour cet échange et puis à vous tous d'être ici. Donc l'Institut de la francophonie pour le développement durable, que j'ai l'honneur de diriger depuis 1 an et demi, est un institut qui a été créé à l'origine par le Québec il y a plus de 40 ans. Et l'idée, en fait, c'était de trouver un moyen de répondre et de donner de l'information et de la formation en français à nos pays qui ne savaient pas comment faire pour réagir au choc pétrolier. Et bien entendu, les enjeux ont augmenté et nos mandats avec. Et depuis, nous travaillons maintenant sur quasiment tous les enjeux du développement durable, de l'environnement, de la transition écologique et énergétique. L'idée, c'est bien entendu de ne pas supplanter ce que peuvent faire les banques de développement, les agences de développement, mais souvent, toutes ces informations et cette formation qui est très pertinente est uniquement en anglais. Et là encore, on n'oppose pas le français et l'anglais, c'est pas l'enjeu, c'est plutôt faire en sorte que nos pays aient cette ressource aussi dans une langue qui est une langue qui porte aussi des valeurs. D'accord. Et juste pour peut-être rafraîchir, d'où est-ce que l'idée de cette étude-là vient en lien avec l'APF, l'IFDD et créer des lois sur le climat?
Alors, il y a plusieurs réflexions. La première, c'est le constat. En fait, en 2020, la francophonie a organisé une grande concertation de sa jeunesse. Il y a à peu près 3000 jeunes francophones qui ont répondu à quelles étaient leurs priorités pour l'espace francophone et dans leur propre vie. Et dans le top 3, il y avait l'environnement. Vivre dans un environnement sain, il y avait l'éducation et il y avait l'emploi. Donc en fait, je crois que quand on parle de développement durable, on a ces 3 aspects justement, et donc c'est réellement un enjeu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle de climat, et je crois que nos panélistes juste avant l'ont bien dit, il y a toujours les enjeux de finance, de financement et d'accès à ces financements. Et l'un des constats que nous avons, c'est que par exemple, pour accéder à ces financements, il faut aussi que la gouvernance et la structure gouvernementale et législative en fait soient robustes. C'est une chose parmi tant d'autres, mais ça permet aussi d'élever, de relever en fait la notation financière des pays. Et donc l'idée est venue un peu comme ça, de voir comment, à travers tous les outils qu'on pourrait mettre en place à l'IFDD, travailler avec l'Assemblée des parlementaires francophones de façon à accompagner les parlements francophones à se renforcer sur la mise en œuvre, d'abord peut-être carrément l'adoption de lois climat, mais aussi leur mise en œuvre et ou leur contrôle sur le terrain. Et puis, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que vous, les parlementaires, vous êtes souvent aussi des élus locaux. Or, les émissions de gaz à effet de serre et l'impact environnemental, il se passe au niveau local à plus de 60%. Sans vous, on ne ferait pas grand-chose en fait. Vous êtes le porte-voix de cette population. On dit que la population doit y aller, on doit tous s'engager, etc. Certes, mais on sait aussi que la population a besoin aussi d'éclaireurs. Et je crois que vous faites partie de ces éclaireurs, au même titre que les chercheurs, au même titre que les médias. Donc voilà un peu l'idée, et quand on a échangé justement avec l'APF, on a trouvé un terrain d'entente pour travailler ensemble sur d'abord un recensement de ce qui se fait, un état des lieux, où est-ce qu'on en est dans les différents États francophones en termes d'adoption de lois climat ou avec des mesures climatiques, en termes aussi de mise en œuvre concrètement sur le terrain, et puis au final en termes de contrôle parlementaire. Et l'objectif, c'est de recenser aussi des bonnes pratiques, des expériences, des échanges de façon aussi après, dans un deuxième temps, probablement l'an prochain, d'amener des discussions au niveau sous-régional dans les différentes sous-sections de l'APF, de façon aussi à voir comment on peut d'abord renforcer la sensibilisation de vous, parlementaires, voir comment on peut créer des passerelles aussi avec les enseignants, avec les chercheurs et avec la société civile et les gouvernements, de façon à vous accompagner, à soit essayer de proposer des lois, soit renforcer les lois qui sont déjà en place ou pousser à leur mise en œuvre, et donc pousser le gouvernement à les mettre en œuvre. Et enfin aussi, vous avez une action de sensibilisation du grand public. Vous êtes au contact avec eux, vous les représentez. Donc c'est aussi ça qu'on essayait de faire ensemble avec l'APF. Et voilà d'où est né ce projet. Non, et bien sûr, nous aurons la chance d'avoir un corpus législatif afin de partager les meilleures pratiques de qu'est-ce qu'une loi climat. C'est bien sûr, c'est un projet qui nous intéresse beaucoup, et je suis content de travailler avec l'IFDD et bien sûr avec Mme Raiche de Vigan. Mais avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, c'est quoi une loi climat? Et bien sûr, Mme Raiche de Vigan va pouvoir nous répondre, c'est quoi une loi de climat? Sachant qu'il y a plein de définitions, donc il y a une base de données qui s'appelle Climate Laws, donc les lois climatiques, qui recense toutes les lois climat ou en lien avec le climat du monde. Et pour moi, la définition qu'il donne n'est pas celle que moi j'ai retenue pour les lois climat. Donc encore une fois, c'est une perspective, je ne dirais pas personnelle, mais en tout cas pour qu'une loi climat, selon moi, soit une loi climat, elle doit traiter des différents aspects, notamment de l'accord de Paris, qui sont l'atténuation, j'ai perdu mes mots, l'adaptation et le financement. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement, de traiter que de l'atténuation. Pour moi, ce n'est pas complètement une loi climat. Donc il faut traiter ces 3 aspects dans la mesure où tous les pays sont confrontés à des
problèmes d'adaptation, des problèmes d'accès à la finance climat, etc. Donc voilà, je pense que pour moi, une loi climat doit contenir ces 3 aspects-là. Pourquoi je dis ça? C'est aussi éviter ça c'est un problème aussi avec un certain nombre de pays, je dirais développés, qui pensent que d'autres pays ont les mêmes enjeux qu'eux. Par exemple, un pays très émetteur en émissions de CO2 pense qu'un autre pays qui n'émet pas a des enjeux de réduction de CO2, alors que ce n'est pas du tout le cas. Sa priorité n'est pas du tout sur mettre des énergies renouvelables, etc. Sa priorité, c'est son agriculture, c'est la lutte contre les inondations, c'est la lutte contre la sécheresse, donc l'accès à l'eau, etc. Donc en fait, il y a aussi ce risque de... Si on fait une loi climat en s'inspirant d'un pays où l'enjeu premier, c'est l'atténuation, donc la réduction des émissions, on risque de passer à côté des priorités d'un autre pays qui sont au contraire l'adaptation. Donc c'est pour ça que doit contenir une loi climat, ça dépend en fait des besoins de chaque pays. Et il faut d'abord identifier ces besoins, mais selon moi, pour être sûr en tout cas que ce soit une bonne loi climat, quand on a les 3 aspects, on évite en fait de passer à côté de l'essentiel, je dirais. Merci beaucoup. Et bien sûr, on l'a entendu tantôt avec nos experts, notre panel adapté à la réalité de chaque pays, de chaque région. Et c'est un enjeu qui touche les pays différemment. Et encore une fois, je vais demander à Mme Resch de Vigan à définir qu'est-ce que c'est une bonne loi climat. Par exemple, un principe d'intégration. Le fait que toutes les politiques doivent intégrer la prise en compte des enjeux climatiques, afin d'éviter justement que ce soit qu'une politique climatique. Non, pas du tout. En fait, toutes les politiques sectorielles doivent intégrer. Donc ça, c'est, selon moi, une bonne loi climat doit commencer par un certain nombre de principes généraux, comme celui-ci. Voilà. Après, c'est très loin détaillé, ça c'est tout l'objectif de l'étude. Donc je ne peux pas rentrer dans le détail de que doit contenir une loi climat, mais c'est vraiment... cette étude comparée qu'on est en train de mener est vraiment là-dessus. Donc on a identifié 4 thématiques pour tout vous dire. Donc c'est le cadre législatif. Donc justement, quel genre de principe il faut avoir dans cette loi climat. Enfin voilà, un cadre législatif robuste. Ensuite, les questions de gouvernance climatique et de cadre institutionnel. Donc, par exemple, créer une instance intergouvernementale, des choses comme ça. Ensuite, il y a la question du contrôle gouvernemental, donc s'assurer qu'il y a un suivi de la politique avec des échéances, etc. Notamment un contrôle aussi du budget, le fait de s'assurer qu'il y a une planification budgétaire, parce qu'il se trouve souvent qu'on a une loi climat avec de grands principes, etc. Mais en fait, il n'y a pas d'argent qui est alloué. Et il n'y a pas d'argent qui est planifié sur les années à venir. Donc c'est très important de fixer ça dans la loi, la question donc de contrôle de l'action gouvernementale, notamment en matière financière. Et le quatrième aspect, c'est le financement. Et donc là, l'idée, c'est que dans la loi, il y ait un fonds national qui soit créé, un ou plusieurs. Il y a beaucoup de pays qui en ont plusieurs, tant au niveau national qu'au niveau local. Il y a des fonds locaux pour justement obtenir des financements pour des petits projets au niveau communaux ou en tout cas au niveau des collectivités territoriales. Voilà. Merci beaucoup. Et tantôt, bien sûr, je vais revenir à vous, Cécile, mais tantôt, on a écouté notre collègue du Cameroun parler des ressources et des dispositions que chaque pays a. Et bien sûr, les dispositions ne sont pas les mêmes dans les pays développés que dans les pays moins développés. Et ça présente différents défis. Et justement, l'importance de soutenir le financement pour la finance climat à l'international. Comment est-ce que les parlements peuvent agir et comment doivent-ils agir pour soutenir ce financement-là? En fait, c'est ce que disaient nos panélistes juste avant. Le financement, il existe, il y en a plein. Il y a beaucoup, bien sûr, de financement qui est donné, la grosse majorité pour le fossile. Mais pour cette transition écologique et énergétique, les financements, ils sont là. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment il atterrit sur le terrain. Il y a beaucoup de déperditions en ligne, justement, et il y a beaucoup de déperditions en ligne, surtout pour les pays francophones. Nous, on a fait une étude qui était assez révélatrice.
Tout à l'heure, monsieur le parlementaire du Cameroun représentait le bassin du Congo. Eh bien, les pays du bassin du Congo, qui représentent le premier ou deuxième poumon du monde, ne reçoivent que 0,8% des financements du Fonds vert pour le climat. Alors on entend parler du Fonds vert pour le climat partout, hein, c'est le gros financement majeur, soi-disant, sauf que voilà, la réalité, c'est que ces pays n'y ont pas accès. Pour une raison première, qui est celle que les dossiers qui doivent être soumis doivent être faits en anglais. Et ce n'est pas juste une histoire de langue, hein, parce qu'on pourrait tous prendre des bons cours de langue en anglais, s'y mettre un bon coup et puis écrire nos dossiers en anglais. Mais c'est aussi une question de logique. On est dans une logique aussi assez anglo-saxonne comme façon de penser, d'accès à ces financements, qui ne correspond pas toujours à la logique des francophones et la façon de faire des francophones. Alors à l'IFDD, avec notre petite échelle, on essaye de faire des ponts entre justement ceux qui donnent ces informations, qui proposent des préparations et des formations à comment monter ces dossiers et faire en sorte que ces dossiers soient bancables, et former justement nos gouvernements, mais aussi les porteurs de projets francophones à monter des dossiers bancables avec cette logique aussi qui est différente. Et au niveau des parlementaires, je crois qu'il y a ce double enjeu. D'abord, faire un plaidoyer auprès des gouvernements sur le fait que l'accès au financement doit se faire pas seulement en anglais, pas seulement dans une logique anglophone. Je comprends la logique de coût, c'est vrai que la traduction a un coût, mais c'est aussi un enrichissement. Et puis, il y a aussi une question, justement, créer le cadre réglementaire et législatif qui permettrait de faciliter aussi l'accès à ces financements, parce que vous auriez une notation, encore une fois donnée généralement par des pays de l'OCDE, une notation qui serait plus élevée et qui vous permettrait d'accéder à des financements parce que vous seriez plus reconnu. Donc c'est ça qu'on essaye de faire ensemble, et je crois que c'est ça l'enjeu pour vous, parlementaires francophones. Et l'enjeu du lien avec la recherche, la recherche est là aussi pour vous alimenter, vous parlementaires, en argumentaire pour faire ce plaidoyer également. D'accord, et j'avais la chance de discuter avec M. Quirion tantôt, et on parlait de la gestion du changement chez nos populations, parce que plus on attend, plus des mesures drastiques devront être prises, plus ce sera difficile sur les populations. Mais un plaidoyer que je fais devant vous, c'est de nous aider, parlementaires aussi, à communiquer avec les populations, à savoir pourquoi est-ce important de financer certains projets qui ne sont peut-être pas dans notre cour arrière, et qu'est-ce que ça veut dire pour la famille de M. Quirion dans une ruelle à Montréal. Et ça, je pense que c'est l'élément qui cause des pressions, mais chez nous, en tout cas au Canada, au Québec, souvent les gens nous posent des questions, mais pourquoi on donne de l'argent ailleurs? Pourquoi on finance des projets qui ne sont pas nécessairement bons pour le Canada ou bons pour l'immédiat? Mais c'est de comprendre cette réalité-là, que l'impact des changements climatiques ne s'arrête pas aux frontières géographiques. Hein, Mais c'est très vrai, et je trouve que tu as raison en disant qu'on a besoin de courroies de transmission différentes. Typiquement, à l'IFDD, nous, on essaye d'avoir différentes courroies de transmission. Bien sûr, soutenir la recherche, les documents scientifiques, etc., c'est extrêmement important et c'est fondamental. Mais vous avez aussi comme courroie de transmission, et c'est là où la francophonie va jouer aussi sur le tableau de la culture, les artistes, les médias, les films sont une courroie de transmission qui vont toucher les 70% de francophones qui ont moins de 35 ans. Beaucoup plus facilement que si vous faites un document et une superbe publication dans Nature. Donc il y a aussi ça, essayer de trouver les différentes courroies de transmission. Les parlementaires en sont un, les médias en sont un, les artistes en sont, et la francophonie a toute cette richesse. Elle doit cibler ces différents acteurs, et y compris les acteurs économiques. Absolument. Merci beaucoup. Je sais qu'on a eu la chance de parler un peu du financement de l'action climatique. Maintenant, outre que le volet financier, j'aimerais que je vous invite à écouter Mme Rèche de Vigan sur le rôle des parlements dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une loi climat.
la prise de conscience de la nécessité du rôle de Parlement est différente. En ce qui me concerne, bien entendu, le rôle du Parlement me paraît indispensable en termes notamment de contrôle de l'action gouvernementale. C'est-à-dire qu'on met des garde-fous, entre guillemets, pour s'assurer que le gouvernement agira indépendamment des mandats politiques. Parce que c'est vraiment la difficulté aussi, c'est que si il y a un gouvernement qui est plutôt pro-climat à un moment donné, et quelques années plus tard, ce n'est plus le cas, une loi climat permet d'éviter que voilà, il y ait un retournement de veste et qu'on n'agisse plus en matière climatique. Donc c'est voilà, le contrôle de l'action gouvernementale, ça très clairement, le Parlement a un rôle à jouer là-dessus. Le contrôle de la mise en œuvre aussi, bien entendu. Donc ça, c'est plus difficile. C'est pas parce qu'on a une loi climat qu'elle est mise en œuvre. Donc il y a vraiment ce rôle aussi du Parlement à ce niveau-là, et un rôle de représentativité de la population. Donc pour moi, c'est indispensable qu'il y ait une loi climat ou qu'il n'y en ait pas, en fait, de demander l'avis de la population, de faire en sorte que la population participe, d'informer la population. Merci. Justement, Madame a soulevé un bon point, la participation du public dans un processus parlementaire. Je peux donner un exemple. Au Luxembourg, il y a un comité citoyen de 100 personnes qui avise les parlementaires sur les questions climatiques, donc, et ont des séances de plusieurs journées afin d'écouter ce que le comité citoyen de 100 personnes à travers le Luxembourg a proposé. Et je trouve que c'est une bonne façon, quand on parle de la gestion de changement, c'est d'inclure les populations parce qu'ils voient ce que les parlementaires ou les décideurs, et ce n'est pas juste les parlementaires, hein, il y a aussi d'autres experts dans ce domaine-là à quel point ils font face à certains défis. Et il faut le dire, c'est le plus grand défi, je pense, de notre existence depuis notre existence. Et je sais que moi, je ne peux pas parler de l'Assemblée nationale du Québec, mais à la Chambre des communes, nous, on a des comités parlementaires. Bien sûr, on invite, il y a des experts, mais monsieur, madame, tout le monde peuvent soumettre un document ou un témoignage afin de pouvoir participer. Et bien sûr, les parlementaires restent disponibles pour leur population, les citoyens. Tantôt, on a parlé des maires Front commun. J'ai un comité moi-même chez nous qui recueille les maires Front commun et qui me discute à chaque jour, mais pas chaque jour, mais m'interpelle au moins une fois par trimestre à savoir quelles sont les actions, les dernières actions, que ce soit mon gouvernement ou que moi-même j'ai fait afin d'avancer sur la question des changements climatiques. Je veux juste aller dans peut-être une autre direction, justement, comment on peut sensibiliser les parlementaires à la question des changements climatiques. Et dans le rôle de la francophonie, bien sûr, on parle ici de notre projet, de notre projet connexe. Et comment est-ce que, selon vous, on pourrait sensibiliser encore plus de parlementaires à la question des changements climatiques? Puis je ne sais pas, c'est pas une affaire de l'hémisphère nord qui doit dicter à l'hémisphère sud, c'est plutôt, et même au Canada, il y en a encore des parlementaires qui se questionnent à savoir est-ce que les changements climatiques sont vraiment causés par des humains. Et j'expliquais ça hier avec certains parlementaires. J'avais 15 ans, j'en ai quasiment 40 lorsqu'on m'a appris, on me parlait des changements climatiques. J'étais à l'école secondaire. Et encore aujourd'hui, c'est la question je ne vais pas dire la question qui brûle, mais c'est la question encore, le sujet du jour, parce qu'on n'a pas encore fait assez d'actions concrètes pour avancer. Donc, Cécile, comment faisons-nous pour sensibiliser encore plus les parlementaires à cette question? Bon, c'est une bonne question. Je crois que les parlementaires, ils sont des êtres humains avant tout. Et en fait, ils sont aussi des parents pour certains. Ils vont être des frères et sœurs, des oncles. Ils vont aussi voir les changements climatiques aujourd'hui. Nous, en Europe, parce que je suis française, hein, comme le montre mon accent, en Europe, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant « tiens, ça y est, on va faire du développement durable ». Généralement, ces concepts-là, les chercheurs sont hyper forts pour en développer des concepts, mais pour les mettre en œuvre, la population n'y arrive plus parce qu'ils pensent que c'est très distancié. Par contre, on a vu plus de neige, on fait plus de ski. Moi, j'avais beaucoup de neige quand j'étais petite, pas autant qu'au Québec, hein, ça c'est sûr, mais j'en avais quand même pas mal.
Et aujourd'hui, on n'en a plus du tout. On n'en a pas à Noël, on n'en a pas en janvier, on n'en a plus en février. On crève de chaud, on a des moustiques, on a la dengue et le chikungunya qui arrivent comme si on était un pays tropical. Donc ça, c'est prégnant. Et ça a fait en sorte aussi que notre population, elle commence à bouger. En fait, pas que. Il y a eu aussi des lanceurs d'alerte, des parlementaires qui se sont réveillés, des élus locaux, beaucoup, qui se sont réveillés dans les années 70 en se disant « là, c'est plus possible, il faut que je change ma ville parce que j'ai un impact direct sur mes citoyens. Moi, j'ai décidé d'être quelque part une lumière pour eux, un guide, mais je dois aussi me nourrir de ce que je vois, de ce que j'entends. Donc je vais essayer de faire changer ça. On les a pas traités du luberlu, remettre un tram, mais quelle idée, manger durable, mais quelle idée, c'est impossible. Enlever les voitures du centre-ville, mais impossible, impossible. Les commerces vont péricliter. En fait, non. Aujourd'hui, vous ne verrez plus une ville en France où vous avez un centre-ville avec des voitures. Impossible. Donc finalement, à l'impossible, nul n'est tenu. Et je crois que le parlementaire, c'est aussi un être humain. C'est une personne qui sent aussi tout ça et qui va pouvoir être aussi ce guide, ce leader qui va alerter en disant hey, là je crois que pour nos générations à venir on a quelque chose à faire. Là vos tomates là elles n'ont plus de goût et d'ailleurs beaucoup mangent des tomates ici. Je veux dire il neige tout le temps. Qu'on mange des canneberges, des bleuets, oui ça fait du sens, mais est-ce qu'on doit manger des tomates cerises dans le monde entier? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, ça fait partie des questions, je crois, qu'on doit tous se poser et que les parlementaires peuvent aussi susciter comme débat. Et je ne pense pas que ce soit pas populaire. Je ne pense pas. Tout le monde a besoin de se nourrir correctement, tout le monde a envie de manger correctement, avec du goût. Je crois que tout le monde a besoin de goût dans sa vie et tout le monde a besoin de beau dans sa vie. Et on parlait de solutions et on parlait de médias qui étaient catastrophistes, mais il y a aussi des médias qui véhiculent des belles choses. Le film Demain a été un succès monstrueux partout parce qu'on avait besoin de cet espoir. Parce que fondamentalement, l'être humain est peut-être très cynique et très noir, mais est aussi fabuleux de solutions, d'innovations, et pas forcément des trucs très technologiques. Je ne suis pas en train de vous parler d'intelligence artificielle, mais plutôt de solutions très concrètes. Par contre, avec effectivement des technologies d'aujourd'hui qui peuvent permettre de le démultiplier un petit peu plus vite, un petit peu mieux, et avec des connaissances aussi qui peuvent s'échanger d'un pays à l'autre. Nous, ce qu'on voit en francophonie, c'est vraiment très beau parce que vous avez effectivement des pays à l'est, à l'ouest, au nord et au sud qui sont extrêmement différents les uns des autres. Moi, je crois qu'on ne peut pas comparer le Vietnam avec Haïti, on ne peut pas comparer le Canada, Québec avec le Sénégal ou avec le Cameroun. Cependant, on a ces valeurs et on reste des êtres humains qui cherchent tous à vivre mieux et à laisser quelque chose de positif derrière nous. Et ça, je crois que c'est des valeurs qu'on peut s'échanger. Et c'est justement ça l'objet de cette étude, d'aller chercher ces pépites, ces bonnes pratiques, ces solutions à droite à gauche qui sont portées par des parlementaires, mais pas que, à travers les différents programmes de l'IFDD, de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. On essaye de favoriser ces échanges entre pays. Typiquement, le Vietnam est parti de rien il y a 20-30 ans. C'était un pays qui était quasi sinistré. Et pourtant, aujourd'hui, ils en sont arrivés à une certaine sécurité alimentaire. Et bien ça, cet échange de comment ils ont fait, et pas en passant forcément par des OGM ou autres, mais réellement avec des techniques un peu plus performantes au niveau agricole, comment ils ont pu faire ça. Ils sont en train de s'échanger au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Togo. Ben voilà, c'est ce genre de choses-là qu'on essaye de faire en francophonie, tisser des liens et faire en sorte que ça permette de véhiculer des solutions positives. Et je ne pense pas être naïve, je suis assez pragmatique et réaliste, mais je crois qu'il faut rester aussi les deux pieds dans la terre et pas trop sur ChatGPT. C'est bien. Si je peux, bien sûr, je suis ici, les parlementaires qui sont ici sont convaincus du fait que le rôle scientifique doit jouer son rôle au sein des décisions de gouvernement, des décisions du Parlement, mais je dois admettre aussi que au Canada même, difficile de mentionner le mot environnement dans certaines provinces. Je peux confirmer ce n'est pas au Québec. Mais c'est quand même, ça reflète le Parlement, ça reflète le parlementaire et c'est très difficile d'avoir certaines conversations. Et pour moi, je dois parler de primes d'assurance. Je parle de primes d'assurance et je leur dis qu'à Ottawa, on parlait des groupes de lobby tantôt.
le Bureau d'Assurance Canada était à Ottawa pour nous dire « il faut que vous faites quelque chose, il y a des désastres majeurs ». Et quand je suis dans certaines provinces où est-ce que je ne peux pas mentionner le mot environnement, je leur parle de prime d'assurance. Combien vous voulez payer votre prime d'assurance? Parce que nous, on nous dit à Ottawa, on ne sera plus en capacité de payer parce que les désastres sont trop fréquents. Et ça, juste avant d'ouvrir juste la conversation, bien sûr, on invite le public à poser des questions, faire des commentaires, mais je serais curieux de vous entendre sur la conversation que Mme Martin Phipps a eue. Et bien sûr, moi-même, je suis ouvert aux questions. Pour Mme Reich de Vigan, c'est impossible de lui poser des questions. Elle est occupée pour le moment, mais je suis certain que s'il y a des questions qu'on doit lui poser, on va pouvoir lui remettre et elle se fera un plaisir de répondre. Alors, j'invite les gens au micro s'il y a des commentaires. Oui, bonjour. Lynn Rochefort, professeure à l'Université Laval, directrice du groupe de recherche en écologie des tourbières. Je vais échanger sur les tourbières aussi. J'avais une question peut-être à envoyer à Mme Reich, qui était dans la loi, les principes. J'étais un petit peu surprise de peut-être pas voir qu'une bonne loi du climat, moi j'ai un peu l'impression que ça devrait être arrimé aussi avec une entrée dans le marché du carbone, de faire partie d'un marché du carbone. Je pense que c'est juste ce moyen-là qu'on peut lier nos économies. On parlait peut-être de financement, comment il faut qu'il ouvre. On parle de forêt, mais moi je sais qu'on vient de découvrir la plus grosse tourbière sur la planète et dans le bassin du Congo. Je suis interpellée pour beaucoup travailler et on se doit de garder le carbone dans le sol, mais comme j'ai oublié le nom du parlementaire du Cameroun, mais on s'est dit qu'on allait se rencontrer. Mais nous autres, il faut le faire aussi. Comment on peut le faire? Bien, c'est par le marché du carbone. Parce que moi, j'essaie de convaincre, je travaille depuis 2007 avec les compagnies pétrolières à restaurer des tourbières. Je travaille à Fort McMurray, Peace River. Fait que je suis souvent en Alberta. J'étais là il y a encore juste 2 mois. Puis, s'il y a quelque chose qui ne passe pas, c'est que nous autres, au Canada, il y a des choses qui vont être impossibles à restaurer. On détruit des centaines de milliers d'hectares de tourbières. On devrait marcher par compensation. Oui, il y a une loi. Tout le monde va dire on a une loi depuis 2015, mais toutes les bails ont été données dans les années 90. On est dans des clauses grand-père. Fait qu'on continue, mais on ne parle pas de compensation. Et quand... Moi, je suis quelqu'un qui aime parler directement aux acteurs. Quand je parle à Syncrude, Suncor, Total, ils m'ont invité en France. Non recevoir. Toute la question de compensation. Fait qu'il faut qu'on en parle. C'est comme ça qu'on va lier, puis qu'on va pouvoir ensuite protéger les stocks de carbone qu'il y a au Congo. Fait que pour moi, une loi du climat, puis le Québec, on est déjà une longueur d'avance, parce qu'on fait partie du marché du carbone, mais je pense qu'il faut que ça implique beaucoup plus de monde, puis c'est comme ça un peu qu'on va pouvoir un peu lier nos économies, puis aider à payer pour ce qu'on doit préserver dans nos sols. Fait que ça, c'était une question que je n'avais pas vue. Pourquoi, dans une bonne loi du climat, il n'y a pas un genre d'incitation à faire partie d'un marché de carbone? Dans les solutions, vous dites comment un peu convaincre, mais sensibiliser ou discuter avec les parlementaires de la question climatique puis de l'intégrer. Moi, je pense qu'il y a un bon modèle au Canada qui, je ne sais pas s'il existe au niveau de l'échelle de la province, mais on a notre ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, qui a établi un comité aviseur de la jeunesse. Puis, il l'avait fait pour l'environnement, ce que M. Guilbeault a conservé aussi. Fait qu'ils ont tous les deux leur comité, ils ont une quinzaine de personnes à travers tout le Canada qui se rencontrent une fois par mois pour que les jeunes... les jeunes sont décrits en étant les 18-35 ans, fassent partie des décisions. Ça, je pense, c'est un très beau modèle que M. Wilkinson, notre ministre, a mis en place, puis qu'on devrait promouvoir à différents niveaux. Et on essaie de le faire. Et je pense que toutes nous autres, les parlementaires, que ce soit au municipal ou tout ça, on devrait beaucoup plus le faire. Je suis la représentante nord-américaine au niveau de la Convention internationale de Ramsar sur les milieux humides. On a voté une résolution qu'il faut plus inclure les jeunes. Bien, la dernière réunion que je suis allée à Genève, ils ont de la misère, personne n'en parle. On a comme voté ça, puis en tout cas, là, moi, je pousse parce que je trouve qu'on a un bon modèle au Canada, puis je pousse qu'il y ait pour plus de jeunes. Mais je pense qu'il y a un des moyens de peut-être
tous travailler et être plus sensibles au climat, parce que les jeunes, on le sait que c'est présent dans leur réalité, puis ils vont nous faire penser. Merci. Alors, je ne vais pas préempter de ce que Stéphanie aurait pu répondre, hein, mais pour vraiment travailler sur cette étude depuis un moment, le marché du carbone, oui, c'est évident, mais je crois que dans beaucoup de nos pays francophones, on n'en est pas encore là. Il y a beaucoup de choses. D'abord, il n'y a pas d'émissions. Je ne sais plus qui l'avait dit, mais dans la plupart de nos pays francophones en développement, on parle d'adaptation parce que les émissions sont extrêmement faibles. Pour avoir un marché du carbone, vous devez émettre pour réduire et compenser. Donc c'est pour ça qu'en soi, une loi, là ce qu'on essaye de faire, c'est recenser les bonnes pratiques. Et bien sûr, dans les pays développés qui émettent énormément de carbone, là clairement, il y a un enjeu de proposition dans les lois climat, d'avoir comme mesure, bien sûr, un marché du carbone. Mais pour les pays en Afrique, dans l'océan Indien, à Haïti, vous n'avez pas d'émissions. Vous n'en avez quasiment pas. Alors, il y a des émissions que vous pouvez éviter. C'est ça, l'évitement. Puis l'évitement, et ça s'appelle de l'adaptation, du coup. Et là, vous n'avez pas de... C'est ça le problème. Et c'est le gros enjeu, par exemple, du Gabon. Oui, le ministre Gabon, de l'Environnement, Lee White, du Gabon, essaie de se mobiliser. Beaucoup de pays du bassin du Congo se mobilisent. Dans l'Amazonie, se mobilisent pour faire en sorte qu'on commence à payer pour cette nature, qu'on lui donne son vrai prix. Je crois que Jean en parlait tout à l'heure, M. Webster aussi, le professeur Webster aussi. L'eau, c'est considéré comme un acquis, la terre est considérée comme un acquis. On pille ses ressources parce qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de prix, en fait. Et ça, aujourd'hui, c'est pas encore dans cette mentalité. Je crois que ça fait partie, des enjeux que les parlementaires doivent aussi poser sur la table plus souvent. Mais je crois que un des problèmes fondamentaux de ces enjeux climat, carbone, etc., c'est que ça passe pour être quelque chose, une affaire d'experts, avec des enjeux très compliqués, avec un vocabulaire spécifique. Pareil pour l'accès au financement climat. Ça passe pour être des discours et des discours d'experts. Or, ça ne devrait pas être à ce niveau-là. Donc oui, je suis d'accord avec vous, mais là, l'idée, c'est d'arriver à parler à l'ensemble de nos pays francophones. Et dans nos pays francophones, en fait, il y en a très peu qui émettent. Il va y en avoir une quinzaine qui émettent vraiment et qui seraient capables de faire un marché du carbone. Le reste, c'est effectivement de l'évitement. Et comment on compense cet évitement en donnant un prix à ce que, justement, on évite. Je suis d'accord avec vous. Donc, Madame Martin-Phipps, je suis désolée de vous interrompre. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Monsieur Drouin, puisqu'on va... Tout simplement dire merci à vous tous et merci aux scientifiques en chef, bien sûr, d'avoir permis cette conversation-là et bien sûr l'Assemblée nationale qui nous permet d'avoir cette conversation-là. Et merci beaucoup à Cécile. Merci, Francis. Super.